9h45 sur votre chaîne de télévision. Voici la vitrine de cette édition de l'information. À la une de l'actualité, accident de la circulation dans la ville de Konsamba, un mort et plusieurs blessés graves. C'est le bilan de cet accident survenu dans le début de cet après-midi dans cette partie du pays. Et puis dans ce journal, la rédaction centrale vous propose le dossier de cette information, de cette édition d'information sur les sanctions de 7 cadres au ministère des enseignements secondaires. Ceux-ci sont accusés d'avoir facilité la fraude des épreuves de sciences de la vie et de la terre, la chimie et physique, session 2020 pour le compte du baccalauréat général. Et puis on parlera des peuples autochtones. Le département de la Mémé au sud-ouest Cameroun fait honneur à la grande communauté Bororo quelques jours après la célébration de ce fête à travers le monde. Voilà pour la vitrine de votre journal. Bonsoir une fois de plus, soyez les bienvenus au 19h45. Nous ouvrons ce journal par un fait de société. Nous vous l'annoncions en titre, l'accident de la circulation survenu aux premières heures de cet après-midi sur la nationale numéro 5, reliant la ville de Douala à la ville de Bafoussam, située dans la région de l'ouest Cameroun, dans la ville de Konsamba. Le bilan de cet accident fait état d'un mort, plusieurs blessés graves et d'importants dégâts matériels. Le compte rendu de cet accident avec nos reporters Jean Jamayena et Château-En Vallon. Il aura fallu près de 2 heures d'horloge à 16 éléments du Corps national des sapeurs-pompiers de Konsamba pour retirer de ce camion gros porteur le corps sans vie du motorboy, resté coincé dans l'engin. Après cet accident de la circulation, survenu aux environs de 13 heures, ce mardi 18 août 2020, au lieu d'Indogmoambeng, dans la zone limitrophe entre Baré-Bakem et l'arrondissement de Konsamba 2e. Je suis sorti maintenant, la voiture là qui montait. Ça maintenant, maintenant aussi, je traverse avec l'enfant, avec la course. Avant de monter, avant d'arriver, voir mon sac, avant de mettre le sac là-bas, je comprends seulement comment la voiture balance là-bas. Toi. Elle commence aussi à crier, que pardon, on vient sauver les gens. L'accident mortel qui implique ce camion, ce car de transport appartenant à une entreprise de la place et ce véhicule personnel roulant en sens inverse a coûté la vie à un homme, le motorboy du camion, géniteur de ces 2 bouts de chou, sorti sain et sauf, mais malheureusement orpheline subite de père, d'importants dégâts matériels et des rescapés. Voiture de Dark Security. Il y a une RAV4. Les 5 personnes de Dark Security sont sorties saines et sauf. La RAV4 aussi sont sorties saines et sauf. Le chauffeur du camion, il est sorti sain et sauf. Mon devoir était allé policier à l'intérieur. C'est passé la vie. Mon devoir aussi ses 2 enfants à l'intérieur, ils sont sortis sains et sauf. Donc, je ne sais pas la suite, on est en train de chercher à retirer les enfants à l'intérieur. Depuis le tour coincé à l'intérieur jusqu'à présent. Je n'ai pas vu la position de la RAV4, oui, mais j'ai vu directement le mouvement du camion, puisque nous également montés sur une autre voiture. Oui. Et du coup, on a vu comment ce camion-là a esquivé la RAV4. Et puis, il s'est basculé d'un autre côté et il a barré complètement la route. Nous également, ça nous a propulsé de l'autre côté. On a eu également un tournoi. Bon, à ma grande surprise, quand je suis sorti, je vois directement qu'il a pris aussi cette direction. Il y a eu des morts? Bon, apparemment, il y a quelqu'un coincé là-dedans. On ne sait pas s'il est décédé. Pour l'instant, et dans votre véhicule? Non, notre véhicule, nous sommes sortis sains et saufs. Nous étions 5. Ça va, nous sommes sortis. Dieu merci. Vous alliez où? On rentrait sur Douala. La dépouille non identifiée a été déposée à la morgue de l'hôpital régional de Konsamba et une enquête a été ouverte sur cet autre accident de la circulation sur la nationale numéro 5. Bébé Asia.
Et à votre suite, Jean-Germain Yedna, nous restons dans le registre des faits de société. Une découverte macabre à Baganté, dans les Hautes-Herbes, au lieu-dit Nandja, situé dans cette unité administrative dans la région de l'Ouest Cameroun. Il s'agit d'une septuagénaire qui aurait perdu la vie à la suite d'un accident de la circulation, selon certains témoignages. Les autorités de cette unité administrative ont rouvert une enquête pour élucider ce décès de trop dans cette ville. Les précisions dans ce reportage de Frédéric Motomer et Oscar Hakoum Tata. Toujours. Tant que le docteur ne vient pas, tu vas toucher ça comment? C'est aux environs de 6h30 au lieu dit Mandja, non loin du marché Pastèque, dans la ville de Banganté, département d'une des régions de l'ouest du pays, que la macabre découverte est faite par des passants. Je ne remarque pas. Je n'ai vraiment pas vu le visage. Je n'ai pas vu le visage. Moi, je viens d'arriver avant de faire le constat comme ça. On a recouvert le corps là le matin. Nous étions au carrefour, on est venu nous annoncer qu'il y a un corps ici. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a juste constaté qu'il y a un corps là. Le corps sans vie d'une femme d'environ 75 ans, allongée sur de hautes herbes en bordure de la chaussée. Non loin de sa dépouille, des vêtements, des débris de phare, des traces de sang sur la chaussée qui donnent à penser que la victime aurait été percutée violemment par un véhicule ou une moto avant de succomber à la suite de ses blessures graves. C'est que c'est un cas d'accident de moto. La moto l'a trimballé correctement. Et après, ayant vu le dégât, il a tiré le corps et jeté dans la brousse. Il est parti. Voilà ce que j'ai constaté. Interpellés, autorités administratives et forces de maintien de l'ordre sont descendus sur le terrain. Le corps non identifié de la septuagénaire a été transporté par les soins de la gendarmerie nationale à la morgue de l'hôpital du district de Banganté. Nous sommes rendus ce matin au marché Pastèque. On nous a signalé qu'il y a une femme qui est décédée. Et nous sommes allés faire le constat. Après les examens préliminaires, nous pensons plus que c'était un accident de la voie publique. Mais nous continuons à investiguer pour pouvoir sortir avec un diagnostic définitif. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par les soins de la gendarmerie nationale pour faire toute la lumière sur les circonstances de cette découverte macabre, surtout que c'est la deuxième découverte macabre en une semaine portant sur des personnes du troisième âge dans la ville de Banganté. Et dans ce journal, nous parlons de crimes perpétrés à recrudescence dans les parties anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Le cas le plus parlant, c'est l'assassinat de la jeune dame Confort Tizana, survenu la semaine dernière. Et cette fois-ci, les autorités camerounaises, notamment le Premier ministre, par le biais du directeur du cabinet de la prémature, a adressé des condoléances à la famille endeuillée et attristé. Message de réconfort pour cette famille qui voit partir leur fille à la fleur de l'âge. Des précisions dans ce reportage de Zobel Apollinia Bon et Pélagine Nandi. C'est sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Djongouté que le directeur du cabinet de la primature s'est rendu ce mardi dans la région du sud-ouest pour rencontrer la famille de Comfort Toumaza, encore sous le choc de la disparition de leur fille. Le Premier ministre chef du gouvernement m'a dépêché pour aussi apporter son message de condoléances à cette famille endeuillée après la mort de la jeune fille Confort Tamassani. J'ai apporté ce message de condoléances et de soutien à cette famille et aussi ces mots d'encouragement aux forces de maintien de l'ordre et de la défense et des autorités administratives pour des mesures sans cesse pour maintenir l'ordre et la sécurité dans cette localité. En portant le message de condoléances, le directeur du cabinet du Premier ministre n'a pas manqué de délivrer le message du président de la République qui consiste à appeler les sécessionnistes encore cachés dans la forêt à déposer les armes. Il m'a aussi instruit de réitérer les appels du président de la République aux jeunes qui sont encore dans les bus de déposer les armes. Leur avenir n'est pas dans le bus, c'est dans la vie.
ceux qui ont déjà déposé leurs armes, qu'ils en témoignent que leurs vies sont meilleures. C'est donc dans ce cadre que je suis venu représenter le Premier ministre, chef de gouvernement. Et aussi, il m'a demandé d'appeler ces populations, de collaborer avec les forces de défense et de maintien de l'ordre et les autorités administratives pour mettre en état ces enfants qui ne veulent pas déposer leurs armes, qui nous dénoncer pour que ces actes ne se répètent plus. Il faut La génitrice de la défunte n'a pas manqué de saluer le geste de cœur du gouvernement, non sans relever la menace des auteurs de ce crime crapuleux qui reste permanente. L'un des gars qui ont décapité ma fille est venu me trouver à la maison. Il avait même honte de me regarder en face et il me parlait le dos tourné. Il m'a dit qu'on ne doit pas enterrer ma fille ici, sinon ils vont revenir, brûler la maison. Actuellement, je suis seul, ici, sans enfant, et je leur ai dit que je ne partirai pas jusqu'à ce que la mort vienne me trouver ici. Rappelons qu'avant la descente du directeur du cabinet du Premier ministre, la famille éprouvée avait déjà reçu le message de condoléances du chef de l'État porté par le préfet du FACO. Et à votre suite, Zobert Apollinaire Mbon, il tient lieu de préciser que le ministre de l'administration territoriale a pris de nouvelles dispositions pour éviter la circulation, mais surtout la commercialisation des armes blanches dans les parties anglophones, notamment le sud-ouest et le nord-ouest camerounais. On parle tout à fait d'autre chose dans ce journal et on revient avec la gronde des commerçants de la gare numéro 3, située dans la mairie de Douala 2e. Ces opérateurs économiques sont en colère. Ils dénoncent les travaux de construction qui ont été engagés dans cet espace commercial sans leur contribution. D'ailleurs, ils sont descendus dans les rues pour stopper ces 10 travaux. Les précisions dans ce reportage de Jean Jamayena et Ralou Ouattata. Ce sont des commerçants du marché de la gare 3, farouchement opposés contre les travaux de construction de cet espace marchand, venus ouvrir leurs boutiques et magasins. Comme tous les jours, ils ont été surpris par ces travaux de réaménagement des lieux, des travaux qui auraient démarré nuitamment et à leur insu, juste après leur départ du marché, la veille, d'où la grogne de ce jour. Et la question que je me pose, est-ce que c'est possible de couler une dalle sur un marché qui a plus de 2000 personnes? Donc je suis vraiment surpris comme vous. Je suis venu ce matin à 9h. Les commerçants se sont tous mobilisés pour empêcher les travaux que vous voyez. Donc ils ont creusé ça nuitamment et les commerçants sont mobilisés. Vous voyez que tout le marché est fermé. Donc pour rembler les trous qu'on a mis. Et même si la requête du collectif des commerçants du marché de la gare 3 relative au communiqué du maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e datant du 17 juillet 2020 au sujet des travaux de construction de ce marché est bel et bien affiché dans ce marché. Les commerçants en colère rencontrés affirment ne pas être au courant de la personne ou morale à l'origine de ces travaux querellés. J'ai demandé qui est le chef chantier jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui. Qui est le maître d'ouvrage, je ne sais pas qui. Donc, réellement, on ne sait qui construit. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Si c'est un particulier, je pense que ce n'est pas normal. Mais si c'est la mairie doit imprégner les commerçants de ce chantier. La mairie doit faire un protocole d'accord entre les commerçants déjà sur le terrain et qu'on fasse une étude de fond pour voir véritablement si ça peut être effectif. Parce qu'à mon avis, peut-être à mon petit niveau, je ne pense pas qu'on peut construire à niveau dans un marché où il y a plus de 2000 personnes. Mais si l'État veut faire construire, je suis d'accord. Il se concerte avec les commerçants. Et il y a des espaces vides partout. Ils se concertent avec les commerçants et ils construisent avec l'apport des commerçants. Je pense que ce sera la bonne résolution. En quittant le marché de la gare 3 du quartier Noubel, Kassa-la-Femme, juste à côté du stade David Dagobert Fampou, c'est un calme illusoire qui prévaut dans cet espace marchand de l'arrondissement de Douala 2e.
Et tiens-le de préciser qu'à la fin de cet après-midi, de ce mardi, la circulation a retrouvé son cours normal dans cette partie de la capitale économique du pays. Et nous nous rendons dans la ville de Yaoundé, où un supposé engin explosif a été découvert à l'esplanade de la fonction publique et de la réforme administrative. Le bâtiment évacué a été minutieusement inspecté par les éléments de force de maintien de l'ordre. À la fin, plus de peur que de mal. Le récit de cette triste journée avec notre reporter Frédéric Montomé. Le travail a bel et bien repris ce mardi matin au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative après la folle journée du lundi 17 août 2020 où, à mi-journée, un cordon de sécurité des éléments de force de défense et de sécurité est mis en place autour du bâtiment abritant le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au quartier Lac à Yaoundé. Immédiatement, tout est bouclé, tout accès ici est désormais interdit. Quelque temps plus tôt, dans une vidéo amateur, l'on voit les éléments de la gendarmerie nationale au contact d'un objet suspect non encore identifié. Pourtant, à l'extérieur du bâtiment, chacun y va de son commentaire. Le personnel est en à un moment donné, on a donc commencé à dire qu'il y a une bombe. Après le déploiement des éléments de force de défense et de sécurité, une réunion de crise est organisée et dirigée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative en personne, avec autour de la table ses proches collaborateurs. Un objet suspect a été repéré dans un carton contenant des dossiers administratifs. Au terme de la dite réunion de crise, plus de peur que de mal, Joseph Lé rassure les usagers et le personnel de son département ministériel. Le bâtiment a été passé au peigne fin par les spécialistes en la matière et que rien d'autre n'a été constaté. Le dispositif des forces de défense levé, une enquête est tout de même initiée pour en savoir davantage sur ce supposé engin explosif improvisé au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Au-delà de tout, le travail quant à lui a repris ce matin avec détermination et abnégation après la folle journée du lundi 17 août. Et nous intéressons au dossier de la rédaction. Il s'agit d'une liste de 7 agents du ministère des enseignements secondaires qui a été rendue publique lors d'un point de presse par le MINSEC. Nalova Yonga. Ils sont accusés, pointés d'un doigt accusateur, comme étant les facilitateurs de la fraude lors des épreuves de la science de la vie de la Terre, de physique, chimie, lors de l'examen du baccalauréat session 2020. Les précisions dans ce reportage. Fraude au baccalauréat, des personnels du service de la reprographie suspendus. Les mises en cause sont suspendus pour une durée de 3 mois. Il s'agit d'un chef de service, de 2 cadres détachés, d'un agent décisionnaire et de secrétaire repro de l'office du baccalauréat et 3 agents de maîtrise. Ces fonctionnaires du service de reproduction des documents écrits de l'office du baccalauréat du Cameroun sont accusés de négligence, fuite et complicité de fuite des épreuves du baccalauréat session 2020. L'origine de la fuite des épreuves au baccalauréat session C, D, TI a été identifiée et les responsabilités établies après la mise sur pied d'une commission d'enquête qui a travaillé du 28 juillet au 17 août, présidée par le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires au Cameroun. Les personnels du service de reprographie de l'office du baccalauréat sont à compter de la date de signature de la présente décision et sans préjudice des poursuites judiciaires suspendues pour une durée de 3 mois. Pour rappel, le bac section 2020 a été entaché de fraude. Les épreuves de sciences, de la vie et de la terre, de physique et de chimie avaient fuité sur les réseaux sociaux quelques jours avant le début de l'examen. Suite à cette fraude, ces épreuves avaient été annulées par Nalova Yonga, ministre des enseignements secondaires. Et les élèves candidats au bac C, D, T ont été contraints de reprendre ces épreuves. Une enquête avait été ouverte pour faire la lumière sur cette malheureuse tricherie qui a non seulement impacté sur le déroulement des épreuves du baccalauréat, mais aussi sur celle du probatoire. À la fin de cette enquête, il ressort que la fuite des dites épreuves s'est produite au niveau du service de la reprographie de l'OBC, selon un communiqué du ministre des enseignements secondaires rendu public ce 17 août.
Le directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun a été chargé de veiller à la stricte application de ces mesures et les personnes convaincues d'agissements répréhensibles seront remises aux services compétents de l'État pour répondre de leurs actes. Et de l'avis de certains enseignants syndicalistes, la sanction infligée par le ministre des Enseignements secondaires est considérée comme une caresse administrative. D'ailleurs, ceux-ci se sont exprimés au micro de nos reporters Jean-Marie Onambele et Raoul Ouattara. 3 mois de suspension pour les cadres de l'Office du baccalauréat du Cameroun ayant aidé à la fuite des épreuves écrites du baccalauréat session 2020. Pour certains syndicats des enseignants du Cameroun, au-delà d'une sanction administrative, c'est juste une caresse. En lieu et place d'une sanction administrative, j'ai eu comme l'impression qu'il s'agissait d'une caresse administrative. Habituellement, pour un élève, un candidat qui est accusé de fraude, il écope de 3 ans de suspension. Pour un enseignant qui est accusé, n'est-ce pas, de légèreté dans le travail, par exemple la somnolence pendant les surveillances, il écope de 3 ans de suspension. Mais dites-vous, les hauts cadres qui sont chargés de garantir l'intégrité du bon déroulement des épreuves, accusés et reconnus de fraude, sont sanctionnés pour 3 mois, sont suspendus, n'est-ce pas, pour 3 mois de leur fonction. Moi, je crois qu'il s'agit à peu près des amusements. Parce que ceux qui ont la charge de donner à l'examen sa notoriété à la fois morale et institutionnelle sont les premiers à remettre en question, n'est-ce pas, toute la confiance que le ministre de l'enseignement secondaire a eu à placer en eux. Comment des épreuves et des évaluations certificatives peuvent-elles se retrouver en fuite? Pour mieux comprendre, il faut d'abord connaître le circuit des épreuves au Cameroun. Les enseignants, sur tout l'étendue du territoire national, élaborent les épreuves en fonction, n'est-ce pas, des objectifs d'enseignement. Ces épreuves sont acheminées aux inspecteurs régionaux qui à leur tour les traitent et s'assurent de la conformité des contenus avec les objectifs. Alors, après ce tri, les épreuves retenues sont envoyées au niveau de l'inspection pédagogique nationale pour un dernier de cadrage. Et c'est une fois là-bas, quelques épreuves sont choisies. Et pour la preuve, si vous regardez les sessions des examens, vous allez toujours voir que la session est portée à la main. C'est la preuve que l'épreuve qui est tirée, n'est-ce pas, dans un environnement tenu secret. Et la session est directement portée pour éviter toute tentative de fraude. Une fois que la session est portée, les épreuves sont transmises, n'est-ce pas, au service de la reprographie. C'est donc au niveau du service de la reprographie que toutes les autres choses sont faites. Avec toutes ces précautions, on continue donc à avoir des fuites dans l'inconscience de certains cadres. Pour les syndicats des enseignants, des sanctions fortes doivent peser sur les mises en cause. La sanction devait être un peu plus sérieuse. La première sanction que moi je vois, c'était d'abord de les éloigner de toutes les institutions, n'est-ce pas, destinées à la certification des examens au Cameroun. C'est-à-dire que le directeur de l'OBC ou bien madame le ministre devait les renvoyer dans les salles de classe. Parce qu'il s'agit là d'un acte grave, puisque le préjudice financier et moral est énorme pour l'État du Cameroun. Vous voyez le prix psycho-affectif et émotionnel que la reprise de 3 épreuves peut causer sur les enfants est sérieux. Ça, c'est la première mesure. La seconde mesure, c'est essayer même de questionner les mécanismes même de recrutement des personnels à l'OBC. Parce que personne ne peut vous dire comment les recrutements se font à l'OBC. Est-ce que c'est une affaire de copinage? Est-ce que c'est une affaire de solidarité négative? Est-ce qu'on peut se poser un certain nombre de questions? La troisième chose ici, je pense que cette situation devrait nous amener à questionner une fois de plus, n'est-ce pas, le type d'enseignants que les écoles normales aujourd'hui recrutent. Parce que je crois quand même que, si j'ai bonne souvenance, les enquêtes de moralité permettaient au moins d'évacuer du monde de l'enseignement un ensemble de brebis galeuses. Parce que pour le dire aussi sérieusement, l'enseignement, le monde de l'enseignement reste un domaine moralement inviolable. La fuite des épreuves écrites aux évaluations certificatives au Cameroun, un phénomène récurrent et connu qui a simplement été amplifié en cette année 2020 par sa démocratisation. Mais il faut aussi quand même le dire, il y a un type d'élite politico-administrative qui abusivement fait pression sur le personnel de l'OBC afin de trouver des faveurs pour faire n'est-ce pas, pour donner un coup de pouce
à leurs enfants dans les évaluations certificatives. C'est connu. L'ancien directeur de l'OBC, Zachary Batsogo, a soulevé, il avait révélé ce problème. Il avait demandé de laisser le personnel de l'OBC faire son travail. On connaît que les pressions sont énormes, surtout qu'aujourd'hui, il y a des écoles de prestige, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, qui recrutent les enfants sur la base des notes qu'ils ont obtenues dans les évaluations certificatives. À partir de ce moment, ceux qui ont fait de la République une république de cancre cherchent à masquer leur cancritude en octroyant aux enfants les épreuves dans l'optique de donner comme l'impression que les diplômes et les notes qu'ils ont eues sont les leurs véritablement. Et je crois que c'est très déplorable. Cette sanction de la ministre des Enseignements secondaires va-t-elle fermer la porte aux fuites? Attendons l'année prochaine pour voir. Puisque nous parlons de cet examen de fin de parcours au niveau du secondaire, il tient lieu de préciser que le baccalauréat tchadien fait encore courir plusieurs élèves camerounais. Ils ont été plus de 1000 pour cette année 2020 à affronter depuis hier les épreuves du baccalauréat au pays d'Idriss Déby. Les précisions de Patine Guagnan dans ce reportage. Ils sont près de 1000 élèves camerounais à frapper aux portes du baccalauréat tchadien depuis ce lundi 17 août 2020. Ceci dans un contexte de crise sanitaire qui a entraîné la fermeture des frontières. À la demande des autorités camerounaises, le gouvernement tchadien a accordé une autorisation spéciale d'entrée au profit des élèves camerounais candidats au dit baccalauréat. L'opération de départ pour N'Djamena a débuté vendredi dernier par l'arrivée de près de 300 jeunes camerounais en provenance de Koussiri. Cette opération va se poursuivre jusqu'à dimanche. Au total, ce sont plus de 1000 élèves camerounais qui doivent prendre part aux épreuves du baccalauréat tchadien. L'Office tchadien des examens et concours a quant à elle décidé de l'alternance des jours de composition par série. Pour la journée d'hier, ce sont les candidats des séries scientifiques qui étaient face à leur destin. Ceux des séries littéraires sont entrés dans la danse ce mardi. Dans l'optique de faire respecter la distanciation physique, le pays d'Idriss Déby a multiplié des centres d'examen. Rappelons qu'au mois de mai dernier, le Cameroun avait aussi accordé une autorisation spéciale aux étudiants tchadiens, ce qui leur avait permis de rejoindre le Cameroun pour la reprise des cours dans les universités de Maroua et de Ngaoundéré. Affiner la programmation des dépenses de l'État du Cameroun pour le compte de l'année 2021-2023, tel est l'objectif des conférences élargies de programmation budgétaire de performance associée organisées par le MINIPAT et le ministère des Finances. D'ailleurs, c'est le ministre de l'économie, Alamine Ousmani, qui a ouvert les travaux qui ont débuté ce lundi 17 août dans la ville de Yaoundé. Reportage. Affiner la programmation triennale des dépenses de l'État au cours de la période 2021-2023 et la performance projetée par les administrations. Tel est l'objectif des conférences élargies de programmation budgétaire et de performance associées, organisées par le MINIPAT et le MINFI. Ça permet bien entendu à l'État non seulement d'avoir une bonne visibilité sur ses actions sur les 3 prochaines années, mais aussi de définir un budget qui soit conséquent en matière de mobilisation des ressources. Nous avons tiré les leçons de nos actions passées. Et il faut se réjouir de l'appropriation d'abord de la planification stratégique et du rôle que jouent les conférences élargies de programmation et de performance associées. Concrètement, il s'agit au cours de ces conférences, qui s'achèvent le 24 août prochain, d'examiner et de valider les cadres de dépenses à moyen terme des organes constitutionnels et des départements ministériels sur la base du cadrage budgétaire notifié par le chef du gouvernement. Nous constatons que l'exécution des dépenses, aussi bien de fonctionnement que d'investissement en matière d'investissement public, continue de bénéficier d'une attention soutenue, d'une amélioration de la qualité et d'une amélioration de l'impact. Mais nous ne sommes pas encore au niveau que nous souhaitons. La mise en service de l'autoroute Yaoundé-Simalène et le lancement des secondes phases de l'autoroute Yaoundé-Douala. L'achèvement des travaux de construction et la réhabilitation des routes nationales et régionales déjà engagées. Le démarrage des travaux de construction et de réhabilitation de certains axes prioritaires. La mise en service de l'optimisation de l'exploitation de l'ensemble des projets de barrages en cours de réalisation. Ce sont là
quelques opérations prioritaires qui devraient être prises en compte dans la programmation budgétaire. Pour le renforcement de l'efficacité. Et le département de la Mémé au sud-ouest Cameroun fait honneur à la grande communauté Bororo située dans la ville de Kumba. Des célébrations en l'honneur des peuples autochtones se sont déroulées à travers la ville. Cette unité administrative il y a quelques jours. Les précisions de Jean-Marie Onambele et Prince Aubin dans son reportage. La communauté Bororo de la ville de Kumba en particulier et du département de la Mémé en général est appelée à envoyer ses enfants à l'école et surtout à respecter toutes les mesures barrières mises en place par le gouvernement du Cameroun pour lutter contre la pandémie du Covid-19. C'est l'interpellation faite par le représentant personnel du préfet de la Mémé ce dimanche 16 août au centre de promotion de la femme de Kumba à l'occasion de la 12e édition de la Journée internationale des peuples autochtones. Bien qu'étant à la célébration de sa 12e édition, c'est la première fois que la ville de Kumba et que la communauté Bororo est célébrée pendant cette journée. Une occasion pour la communauté Bororo de faire connaître son sort et surtout de présenter les différents moyens qui peuvent aboutir à l'amélioration des défis pour le bien-être du peuple Bororo dans la ville de Kumba. Lors de son discours, le secrétaire général de l'association du peuple Bororo, Moussa Abdul Karim, a appelé à une plus grande reconnaissance de la communauté Bororo dans le département de la Mémé. Il déclare que la communauté Bororo se sent considérée comme étranger dans la plupart des localités du département de la Mémé, car jusque-là, n'ayant obtenu nulle part l'appellation d'un quartier connu sous le nom de quartier Bororo. Des expositions culturelles de certains objets utilisés par la communauté Bororo ont été présentés aux nombreux invités venus à la célébration. Afin de contenir efficacement la pandémie de Covid-19, le représentant du préfet de la Mémé a remis à la communauté Bororo des kits d'hygiène tels que des seaux avec robinet pour le lavage des mains, des cartons de savon et des masques de protection. Il faut dire que la Journée internationale des peuples autochtones a été instituée par les Nations Unies pour valoriser les populations indigènes et autochtones du monde entier qui souffrent parfois de la marginalisation due en général à leur mode et surtout manière de vivre. Et au Mali, pour ouvrir cette page internationale, des informations font état de ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre seraient arrêtés lors d'une tentative de coup d'État. Précision dans son reportage. D'abord, le chef de la mutinerie le dit, il explique que nous sommes arrivés chez le président de la République à sa résidence, nous avons trouvé le président de la République et son premier ministre, nous avons souhaité discuter avec eux et nous les avons pris pour les emmener à Kati. Kati, c'est 15 km de Bamako, qui est donc, comme vous le savez, le quartier général de la mutinerie. Donc le premier ministre, le président de la République ne sont pas libres actuellement de leur mouvement, ils sont sous le contrôle des mutins. Que va-t-il se passer tout à l'heure? On ne le sait pas encore. Il n'y a eu aucun communiqué toujours officiel. Et tout a commencé, comme vous le savez, à Kati, à 15 km de Bamako ce matin. Les militaires ont commencé par tirer en l'air. Ils ont pris le contrôle de la localité, une localité stratégique où il y a une garnison, l'une des plus importantes du pays. Et ensuite, ils sont descendus à Bamako, parce que Kati est située sur les hauteurs de la capitale malienne. Ils sont arrivés à Bamako et ils ont pris le contrôle du ministère de la Défense, arrêté des hauts gradés, repartis avec eux à Kati, et maintenant ils arrivent pour prendre cette fois-ci le président de la République et le Premier ministre. Nous saurons davantage ce qui se passe dans les heures qui suivent. Assassinat de Rafik Hariri, pas d'implication des leaders Hezbollah. La décision a été rendue ce mardi par la justice libanaise. Reportage. 14 février 2005, le Liban est sous le choc. Une bombe vient d'exploser au milieu du cortège de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. La déflagration arrache les balcons des bâtiments à proximité et décime le front de mer de Beyrouth. Hariri décède sur le coup avec 21 autres personnes. Des crimes abominables que l'on aurait pu croire d'un autre temps. Les soupçons se dirigent immédiatement vers la Syrie voisine, un pays qu'Hariri avait critiqué à plusieurs reprises pour son ingérence dans la politique libanaise. 2 jours plus tard, 50 000 personnes assistent à ses funérailles et la colère contre Damas explose dans l'opinion publique. Au moment de l'assassinat, l'armée syrienne occupe le Liban depuis près de 3 décennies. Mais sous la pression internationale, la Syrie retire ses troupes 2 mois après l'attaque.
Dans un contexte de remise en cause du système judiciaire libanais, l'inquiétude monte pour la sécurité des personnes impliquées dans le procès. Un tribunal spécial est donc mis en place pour enquêter sur le meurtre. Basée aux Pays-Bas, la Cour est créée en 2009 et mettra donc 11 ans à rendre son verdict. Les critiques disent que le procès a été trop long et bien trop coûteux, avec plus de 700 millions de dollars engagés et un personnel de près de 400 personnes, dont 11 juges à plein temps. Les 4 principaux accusés n'ont pas pu être arrêtés et sont donc jugés par contumace, tandis qu'un 5e est mort en Syrie en 2016. Tous sont considérés par le tribunal comme des proches du Hezbollah, qui de son côté nie toute implication dans l'attaque. Et c'est avec cette information que nous reformons cette édition de l'actualité. Le 19h45 sur LTM Télévision. Retrouvez le journal ce mardi à 8h dans le cadre de l'émission matinale Coco et Cori. À 13h, le journal de la mi-journée. 17h30, le journal de la langue anglaise. Et à 19h45, le grand format de l'information. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.